Irène Frein, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de lire à Limoges. On a l'impression, d'ailleurs, on se connaît un petit peu, puisque moi je vous connais depuis votre premier livre, qu'on est dans un monde qui revit. Vous avez accepté cette invitation avec plaisir, je pense sans aucune hésitation, après être sorti d'une période de confinement difficile. Comme pour tout le monde. Qu'avez-vous fait pendant le confinement, Irène Frein? J'ai écrit. Flaubert disait à la fin de l'éducation sentimentale à propos de son héros, il voyagea. Eh bien, elle a écrit. Elle a écrit. Et là, c'est une de vos premières rencontres en public? La première depuis très longtemps, oui. Depuis très longtemps. Alors, c'est formidable que vous ayez accepté cette invitation parce que votre livre, Un crime sans importance, est un livre que je trouve personnellement exceptionnel. À plusieurs registres, on va en parler. C'est un livre, c'est un récit, c'est un livre d'autobiographie, puisqu'évidemment vous êtes au centre de ce livre. Et c'est un livre sur un genre littéraire qu'on pourrait appeler le récit d'un fait divers. Et on sait que les faits divers passionnent de plus en plus les Français. Et ce livre-là, présent dans la rentrée littéraire dernière, a reçu un accueil critique formidable, un accueil public formidable et consécration littéraire. Il y a 5 grands prix à l'automne, on va le dire comme ça. Le jury du prix Interallié vous a nommé lauréate 2020. C'était un plaisir quand vous avez su que vous étiez prix Interallié 2020? C'était plus qu'un plaisir, c'était une joie. Alors la joie, elle était double. Évidemment, j'ai pensé à Denise. À votre sœur? Ma sœur qui a été assassinée. Et ce livre est consacré à ce qui ne peut pas être pour moi un fait divers, puisque c'est ma sœur, mais qui est un fait divers pour tout le monde, ce que je comprends parfaitement. Et donc je me suis dit, ça va permettre qu'enfin elle retrouve de la dignité, parce qu'elle a été piétinée par la justice et la police, malgré tout, dans cette enquête. Et son dossier était destiné à un classement très rapide, puisque il y a encore 2 ans, j'avais découvert qu'elle était, elle était classée sous décès au tribunal. Il n'y avait pas de juge d'instruction, il n'y avait rien. Et donc ça fait d'ailleurs seulement 15 jours que j'ai un document qui, si l'assassin est pris, pourra permettre de dire à l'avocat de l'assassin, qui ne manquera pas, à mon avis, de le dire, que c'est une légitime défense, mais que non. Denise est morte du fait de ses blessures. Mais si vous voulez, donc la joie, ça a été celle-là. Parce que la joie, la reconnaissance d'un prix littéraire, c'est aussi dans un milieu où, Irène Frein, on a publié 500 livres à l'automne dernier. Oui, j'ai bien mesuré ça. Et cette deuxième joie, elle est venue après. Ça a d'ailleurs été une joie enfantine. Vraiment, j'avais 5 ans. J'ai appris ça dans ma chambre. Je me suis mise debout sur mon lit. J'ai fait du trampoline. Vous voyez. Bon, alors comme quoi, à mon âge vénérable, on peut vraiment... Vous avez un haut plafond dans votre chambre? Non. Il est très haut. Oui. Ah bon. On peut faire la crétine, quoi. Non, mais je n'ai pas non plus un sommier qui rebondit comme ça. Hein. Mais j'avais envie de sauter. Et donc, j'ai sauté de joie. Et c'était donc aussi parce que je savais que ça allait faire bouger la justice. Mais aussi, je me suis dit, bon, c'est bien. Non, mais c'est la reconnaissance d'une œuvre C'était la littérale. Reconnaissance de la profession. Aussi, je crois qu'on est tous comme ça. Moi, je n'ai pas de mépris pour les récompenses. Alors, je ne les cherche pas nécessairement, mais quand elles arrivent, je les reçois avec joie. Ce que je vais faire une petite biographie express, Irène Frein, mais j'aime bien parler des étapes qui nous amènent aujourd'hui à nous rencontrer à Limoges. Vous êtes écrivaine, journaliste, universitaire, enseignante, vous êtes née à Lorient, en Bretagne, vous êtes agrégée de lettres classiques en 1972, vous enseignez jusqu'en 81, et puis un jour, on vous propose de participer à un livre dans une collection chez Fayard qui s'appelle « Quand les Bretons peuplaient les mers ». C'est votre premier livre et c'est en 1979.
On se retrouve aujourd'hui, donc ça fait Attendez, 40 ans. En plus, si vous comptez bien, 2001, ça fait 42 ans. Bon, oui, enfin, voilà, 42 ans. Bah oui. Mais votre parcours littéraire, il est passionnant, parce qu'à un moment, vous décidez d'arrêter l'enseignement pour vous consacrer à la littérature. Et on ne va pas les citer, les livres. Mais il y a, en 82, donc 3 ans après la parution de Quand les Bretons, il y a un livre publié aux éditions Lattès qui s'appelle Le Nabab. Et là, Super, contre toute attente, Irène Frein, Oui. un succès, enfin pas par rapport à la qualité du livre, évidemment. Il faut quand même bien faire comprendre à nos auditeurs que les succès n'arrivent pas pour des livres médiocres. Non, non. Un grand livre, mais un succès énorme. Oui. Et vous êtes lancé en littérature. Oui. Rappelez-moi un peu ce moment-là. Ben, c'était, comme l'avait dit une grande figure des médias dont j'ai parlé plus tard dans un livre qui s'appelle Sorti de rien. On m'a dit venu de nulle part et sorti de rien, quoi. Je déboulais sur la scène littéraire et je ne peux pas dire que l'accueil du public a été formidable. Il y a aussi des journalistes qui ont été très chaleureux, mais le milieu littéraire, il a été quand même extrêmement dur et violent avec moi. D'abord, on a commencé parce que j'étais très jeune et plutôt mignonne à l'époque, par dire que je ne l'avais pas écrit moi-même, que j'avais des nègres. Ensuite, que j'avais le malheur d'être agrégée de lettres, donc ça, c'était pas bien vu pour une femme à l'époque. Et il faut dire que le milieu était extrêmement littéraire. Vous en souvenez peut-être, il était très misogyne. C'est-à-dire que si on était mignonne, il fallait tout diviser par deux, quoi. Et il y avait vraiment... moi, j'ai retrouvé des émissions d'époque, d'apostrophes. Pivot s'était toujours très bien conduit avec moi, mais seul, par exemple, avec d'autres hommes sur le plateau d'apostrophes, si vous regardez celui qui avait été consacré à Secret de famille, à l'heure actuelle, tous les gars qui étaient autour de moi, ils ont été lynchés par le mouvement MeToo. Tellement ils avaient tenu des propos sexistes. On m'avait demandé des détails sur la vie sexuelle de mon mari. Ça avait été très très loin. Et il n'y avait que des hommes. Et la seule personne d'ailleurs à m'avoir sorti d'affaire, moi je crois que j'avais une force qui ne soupçonnait pas et beaucoup de sang-froid. La seule personne à avoir pris ma défense, à s'être interposée sous ce qui ressemblait quand même à des lazis, une bande de mecs qui avaient le pouvoir, quoi, c'était un homosexuel, c'était Hervé Claude. Ça a été quand même très très dur comme parcours. Alors ensuite, quand on prend de l'âge, ça s'arrange. Oui, alors ensuite, Irène, vous avez écrit des essais, des romans, des récits, des biographies. Oui. Simone de Beauvoir est un livre que, d'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord sur le titre en anglais, mais bon, c'est pas là. On n'est pas dans la commission. C'était un oxymore, Beauvoir in love. Parce que s'il y a une justification, parce que c'est l'amant américain de Simone de Beauvoir. Oui, donc Nelson Algren. Je suis allée là où étaient les archives de Nelson Algren pour savoir de quoi étaient faites ses passions. Et en fait, c'est plutôt Simone qui était in love que Beauvoir. Parce que Beauvoir, c'était la créature de Sartre. Enfin, elle était quand même très dépendante intellectuellement de Sartre. C'est-à-dire qu'elle l'inspirait. Elle a beaucoup travaillé pour Sartre. Et on dit même qu'elle a écrit certains passages de L'être et de le néant. Mais elle était... ce qui l'a rendue féministe, c'est d'avoir été opprimée. Alors ça, par Sartre, entre autres, parce que les amours contingentes et les amours nécessaires, c'est une construction intellectuelle qui justifiait surtout les écarts constants les écarts. Comment vous dire, tout ce que me permettait Sartre et qu'il a posé à Beauvoir, qui elle aurait bien voulu qu'il soit monogame. C'est une construction philosophique. Et quand elle a découvert Nelson Algren, quand on voit les documents, on s'aperçoit qu'elle tombe vraiment amoureuse, mais que par la suite, pour des raisons de carrière, elle a nié que c'était une vraie passion amoureuse. En fait, Nelson Algren a joué un très grand rôle dans sa vie, puisque d'abord c'est lui qui lui a dit, quand il a su qu'elle s'intéressait à la condition féminine, si vous vous intéressez à la condition des femmes, vous devez impérativement vous intéresser à la condition des Noirs. Vous imaginez, ça résonne à notre époque, à Count Brace. Bon, beaucoup de femmes peuvent dire ça encore à notre époque, dans le travail ou à la J'avais maison. beaucoup aimé ce livre parce qu'à la fois vous preniez
peut-être pas des risques, Oui, mais, si, dans le milieu vous parliez de Simone de Beauvoir comme on n'avait pas eu l'habitude Oui, d'entendre parler. c'est-à-dire que j'ai pris un risque par rapport au politiquement correct, à tel point que certains gardiens du temple beauvoirien ont prétendu que certains des textes que j'ai cités n'ont pas existé. Or, moi, j'en avais non seulement la photocopie, mais le scan, j'étais prête à le fournir. Oui. Alors, quand je l'ai dit, brusquement, Oui, les choses se sont tues. Irène Frein, vous avez écrit un livre après, très touchant, Marie Curie prend un amant, et puis vous avez entamé, si vous permettez que j'utilise ce terme, une autobiographie à travers Sortie de rien, Oui. Une fille à histoire, la fille à histoire, et puis Un crime sans importance, où vous êtes dans le livre, bien sûr, même si c'est un livre différent des deux autres. Pourquoi on écrit sur soi ? Moi, ce n'était pas c'était pas mon trip, en fait. Je suis plutôt quelqu'un de pudique et j'avais pas du tout envie de parler de ma famille. Mais chacun était le fruit de circonstances. Et quand j'ai écrit Sortie de rien, je pensais en avoir fini. Et je ne savais pas que j'allais écrire un peu plus tard La fille histoire. Et bien entendu, quand j'ai écrit un livre, Un crime sans importance, après La fille histoire, eh bien, je n'ai pas fait assassiner ma sœur. C'est-à-dire que... mais en fait, parce que ça s'est trouvé comme ça, c'est que je venais d'une famille problématique, dysfonctionnelle, dont j'avais tu toujours ses souffrances, et des membres de ma famille se sont comportés de façon tellement violente avec moi qu'ils ont failli me détruire psychologiquement, même si je ne le montrais pas, même si quand je venais à Limoges, par exemple, j'étais souriante, ou publiquement personne ne le savait, mais je vivais une véritable... angoisse et des agressions, mais dont je n'ai pas raconté d'ailleurs le 10e, et il fallait que je fasse sens pour continuer à vivre. Et donc, la première fois, c'était la découverte des archives de mon père, après sa mort, et de la vie de mon père, que je ne connaissais pas. Ce petit sorti de rien. Votre père, qui vous aimait. Qui m'aimait, mais qui était obligé de taire son amour parce qu'il y avait eu un drame avec ma mère avant ma naissance. Ensuite, La fille à histoire, j'ai appris certaines choses un peu plus tard, après Marie Curie prend un amant, et qui a été déclenché dans la famille par Sortie de rien. Et là, j'ai vraiment compris quel était ce drame qui entourait ma naissance. Et donc, prendre la mesure de ça, c'était assez costaud, puisqu'il s'agissait d'un déni de grossesse. Et ce que j'ai voulu faire comprendre et partager avec le lecteur, c'est comment un drame, des drames, peuvent construire un écrivain. Et j'ai compris que, en fait, que ma mère avait été mon merveilleux malheur, comme aurait dit Cyrulnik. C'est-à-dire que je ne serais certainement pas devenue écrivain s'il n'y avait pas eu ces drames et cette petite fille qui voulait vivre. Et dans Un crime sans importance, eh bien, tout ça à cause du meurtre de ma sœur. Un meurtre dans les familles, ça réveille tout ce qui est caché sous le tapis. Revenu, oui. Et en fait, le fond du gouffre, qui était resté là, qui était absolument gigantesque, est sorti à cause du meurtre. Ouais. Et là, enfin, la violence du comportement qui s'est passé envers moi au moment du meurtre de ma sœur a été telle... Vous avez paru évidente. Ah, voilà, violence de la famille, puis violence de la police, puis violence de la justice. Il a fallu que j'écrive parce que là, j'allais vraiment... Je ne veux pas me prendre en pitié, c'était une question de vie et de mort. Il y a eu 2 très belles critiques quand vous avez publié Sortie de rien en 2014. Bernard Pivot vous écrit que c'est un très beau livre de mémoire, de lumière et d'amour filial. Et Yann Kefelec, breton comme vous, l'œuvre la plus personnelle et puissante jamais signée par Irène Frein. Et puis, il y a eu un entretien que vous avez publié, qui a été publié le 31 janvier de cette année, où vous écrivez, je vais me permettre de vous citer, bien sûr. Irène Frein.
Je ne serais pas arrivé là si ma mère m'avait aimé. Oui, J'ai toujours senti que j'étais de trop, oui, que les explications sur ma naissance étaient ténébreuses, contradictoires. J'ai fini par comprendre très tard ce qui était arrivé. Sans cette histoire-là, je n'aurais pas fictionné, j'aime beaucoup le mot, je n'aurais pas réinventé la vie. Ce manque d'amour a été un moteur. oui, parce que il faut remplir le vide. Et je l'ai rempli d'imaginaire. C'est-à-dire que j'ai reconstruit le monde. Alors, et quand on regarde ce que j'ai écrit, soit j'ai inventé des mondes, quand j'ai écrit des romans, par exemple Secret de famille, c'était pas ma famille, c'était des héros que j'ai inventés à partir d'un carton de photos d'anonymes trouvés dans un carton, dans un double plafond, et c'était même pas moi qui avais trouvé le carton, mais les photos étaient fascinantes. Et avec ça, ça a été des supports pour écrire, et j'ai inventé ce monde où j'ai revisité des personnages, comme par exemple Marie Curie. Ce qui m'a intéressée, c'était pas une fiction, bien sûr, mais même dans une biographie. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller vers les autres. J'ai toujours su que le roman est un mentir vrai, et une biographie est encore une façon de parler de soi. Marie Curie, c'était la femme persécutée, la femme non respectée, alors qu'elle était... tout ce qu'elle faisait a été diminué parce qu'elle était une femme, ou Beauvoir, c'était la dépendance amoureuse. Pourquoi on choisit un sujet de biographie? C'est aussi parce que ça fait écho avec vous. Mais la fiction, c'est vrai, elle vous permet de vivre sur nos planètes. Donc pour moi, par exemple, là, ces confinements successifs ont été pour moi formidables, parce que j'ai trouvé le sujet du livre que j'écris lors du 2e confinement, et ça m'a permis de vivre ça très, très, très bien, parce que je me télétransporte dans un autre univers et je deviens cet univers. Vous voyez ? Alors, Mario Vargas Llosa, que vous connaissez bien, qui a fait un discours sur la littérature à l'université de Salamanque après son prix Nobel en 2010, pose 3 questions. Pourquoi écrit-on de la littérature? Comment écrit-on un roman? Et surtout la dernière, et je vous la pose, à quoi sert la littérature? Alors, je suis obligée de répondre aux 2 autres questions pour Faites comme répondre à la vous voulez, troisième. vous êtes chez vous, Irène. Alors, la première, c'était pourquoi on choisit la littérature? Non. Pourquoi écrit-on de la littérature? Et on écrit de la littérature parce qu'on a un rapport puissant avec les mots, qu'on a la foi dans les mots pour une foi inconditionnelle dans les mots pour donner sens. Alors ça peut paraître une lapalissade, puisque des mots, c'est du partage et c'est du sens, mais la littérature, c'est une certaine façon de tresser les mots. Comme la musique est une certaine façon de tresser les sons qui fait sens. C'est-à-dire ce qu'il y a de différent entre une conversation utilitaire, passez-moi le sel ou je voudrais une baguette de pain, qui peut être indéfiniment répétée par des tas de gens, et la littérature, les sanglots longs de violon de l'automne, sanglot est un mot qui existe, violon aussi, automne c'est l'automne, on pourrait dire c'est l'automne, on pourrait dire j'ai fait du violon et puis un sanglot, j'ai un sanglot. Eh bien, mais les sanglots longs des violons de l'automne, on a fait un tressage entre des mots inattendus qui fait qu'on est transporté par ce tressage inattendu et singulier, qui n'appartient en l'occurrence qu'à Verlaine, dans quelque chose de plus profond sur l'automne qu'on n'a jamais entendu. Voyez-vous, c'est ça la littérature. Donc la deuxième question, c'est donc cette foi dans l'assemblage littérature. La deuxième question, c'était... Comment écrit-on un roman? Mais j'ai Alors, pas tellement envie de comment c'est surtout sur la troisième, parce qu'il faut qu'on parle absolument d'un oui. crime sans importance. C'est à quoi sert la littérature? Elle sert à conjurer la peur et l'angoisse qui sont consubstantielles avec la vie. Et on l'a particulièrement éprouvée
pendant les périodes de confinement, on l'éprouve toujours en ce moment, parce qu'on a vu d'ailleurs, ce phénomène est fascinant, les Français quand même se mettent à lire, à reprendre foi dans les livres, et les ventes des livres le prouvent. Il y a une réhabilitation de l'objet livre, parce qu'une fois qu'on a été enfermé et coupé des contraintes de « Ah, mon portable, ah, je dois faire ceci, ah, etc. » On a compris, recompris, je dirais, redécouvert que le livre vous transporte dans un non-temps, un récit qui fait sens, et il fait tellement bien sens, qu'il soit récit fictif ou pas fictif, qu'on gagne un non-temps, un temps hors du temps qui est profondément thérapeutique. Et les écrivains sont parfois souvent d'ailleurs complètement allumés et givrés, mais ce sont aussi de grands thérapeutes d'une certaine façon, par cette foi qu'ils ont dans les mots qui font sens. Alors, et la littérature, c'est ça. Un crime sans importance, Irène Frein, il y a une phrase de Brecht que j'aime beaucoup au début, mais il y a surtout cette dédicace à ceux qu'on n'écoute pas et à ceux qui ont entendu. Oui. Pourquoi vous avez choisi cette dédicace ? Parce qu'elle m'a... parce que je me suis posé, et je me pose toujours la question, en écrivant ce livre, et je la pose toujours à l'heure actuelle, au seconde où je vous parle, moi j'ai pu écrire sur cette injustice notoire, mais je me suis toujours demandé comment font les autres. Et je me suis aperçue que quand on était confronté à l'innommable crime, et qu'on n'avait pas la possibilité de mettre cette souffrance indicible en mots, eh bien on risquait de sombrer. J'ai reçu des quantités de lettres de gens qui ont vécu la même chose, qui m'ont dit « Moi, je m'en suis pas encore sortie » ou « Je suis sous tranquillisant et je suis, sous antidépresseur ». Et en même temps, ils me disaient que mon livre leur avait fait du bien. Donc, je suis heureuse d'avoir dédié à ceux qu'on n'a pas entendus, parce que ce sont ceux-là, mais aussi à ceux qui ont écouté, parce que j'ai eu des personnes sur mon chemin qui m'ont écouté. Par exemple, cet ami qui me dit « Irène, ce crime ne peut pas rester sans voix, V-O-I-X ». Alors que moi, j'étais sans voix et j'étais privée. Ma famille, en plus, m'avait traitée de telle façon que j'étais réduite à ne pas pouvoir proférer une parole. Déjà, devant le sang versé, vous êtes sans voix, hein, mais vous ne pouvez pas... moi, je vous en avais parlé, par exemple, Antoine, de ce meurtre, mais on a peur d'entraîner les autres à qui on parle dans une horreur totale, c'est le sang versé, une vieille dame assassinée. Un accident sans importance au départ. Voilà, c'était comme ça, oui. Déclaré comme ça. Vous entraînez l'autre dans l'horreur. Précisez-nous, Irène. Donc vous avez peur, vous ne pouvez pas imposer ça aux autres. Donc la littérature, là, ça m'a permis de chercher les mots pour le dire. Voilà. Et d'écrire. Irène, dites-nous, avant tout, la place de Denise dans votre famille. Ce qu'elle était pour vous, bien avant cette histoire. Ce qu'elle était, ce qu'elle représentait. C'était la fille aînée. C'était ma marraine. Vous aviez 10 ans d'écart. 11 ans. 11 ans d'écart. Dites-nous comment elle était. Et quel était votre rapport avec elle ? Dans cette maison où ma mère ne m'aimait pas, elle a été manifestement une figure maternelle. Donc c'était ma marraine, la protectrice, et elle avait pris son rôle très au sérieux, comme une mission. Or, elle avait, la première de la famille, exceptionnellement réussi à l'école, chez ces gens immensément pauvres. Voilà qu'elle rentre à l'école normale d'instituteur. Vous imaginez, d'institutrice, ce que c'était. C'était des gens qui vivaient, mais parmi ceux qui nous écoutent, et ceux et celles il y en a certainement qui se souviennent de cette époque-là. On était loin d'être les seuls, mais dans une pièce unique en terre battue, en Bretagne. C'était des gens, mes parents, qui avaient été humiliés parce qu'ils parlaient breton. Ils avaient l'impression constamment d'être des arriérés et des ploucs. C'était en fait des gens très intelligents. Ma mère ne m'aimait pas, ça n'empêchait pas qu'elle avait de l'intelligence. Et donc, leur fille, qui rentre à 14 ans à l'école normale d'institutrice de Vannes,
Pour moi, c'était le Kamchatka, pour eux aussi. Et puis, elle avait tout assimilé les codes, quoi. Elle arrivait, elle était d'une élégance totale. On aurait dit qu'elle sortait d'une boîte, elle parlait très bien. Et puis, elle a fait rentrer la culture. Les disques de jazz, les disques de musique classique, des livres de poche, mais aussi Proust dans la Pléiade, Claudel. Moi, je voyais ça quand elle n'était pas là, je dormais dans son cosy, parce que comme c'était la reine, elle avait un cosy. Mais c'était une reine tellement gentille que personne ne la jalousait. Je voyais à la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais alors, attends, mais comment une jeune fille en fleurs, déjà, qu'est-ce que c'est en fleurs? Et elle a une ombre du côté chez Swann, mais c'est qui ce Swann? Et puis, je ne sais pas quoi, Tête d'or de Claudel. Alors moi, j'ouvrais. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Puis je lisais le paragraphe. Je me disais, mais jamais, jamais je pourrais être comme Denise, c'est pas possible. Mais en même temps, je voulais être comme Denise parce que je la trouvais belle, parce que je la trouvais gentille, parce qu'elle apportait des choses mirifiques. Plus tard, elle m'a emmenée au théâtre quand j'avais 14 ans. Il n'y avait pas de théâtre à Lorient. Elle m'emmenait au Tréteau de France. J'ai vu comme ça une pièce de Sartre. Et à un moment, vous vous êtes un peu éloignée. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à force de me dire il faut que je fasse comme Denise, mais je n'arriverai pas à faire comme Denise, et bien finalement, je suis devenue très, très brillante à l'école. Et pour ma mère, il n'y avait que elle qui pouvait être brillante. Et en plus, je me suis cassée très jeune, parce que la vie avec ma mère était infernale, et je suis tombée sur un homme que j'ai aimé, que j'aime toujours, que j'ai épousé, très jeune. Et j'ai fait ma vie dans un autre milieu à Paris. Mais vraiment, je me suis tirée parce que c'était plus possible. Et donc, j'ai changé complètement de vie et de milieu. Donc, ma mère a continué, je pense, son œuvre délétère. Je pense même inconsciemment. Je pense que c'était plus fort qu'elle. Je pouvais pas exister. Je ne veux pas l'accuser. Heureusement, j'avais eu mon père qui m'avait toujours aidée et soutenue. Et qui était content de me voir réussir. Et à ce moment-là, elle a dressé ses enfants contre moi. Et Denise, qui était fragile psychologiquement, je pense qu'elle a à un moment, oui, elle a eu des problèmes, des troubles mentaux. Elle est devenue bipolaire. Et elle s'est éloignée, elle aussi, oui, alors, de sa famille. Oui, mais c'est surtout qu'elle est devenue si dangereusement bipolaire que, donc je le sais maintenant, disons des membres de la famille ont décidé que c'était moi qui étais responsable. Et donc on m'a donné l'ordre d'aller voir le médecin. Et là, le médecin, quand il m'a vu arriver, c'est une scène du livre, il m'a dit « Fuyez, vous êtes en grand danger ». En grand danger, elle était dans un autre monde. Elle voulait me sauver de mon éditeur, vous voyez. Donc, vous connaissez les éditeurs, d'accord, mais oui. on peut dire des choses sur les éditeurs, mais j'étais pas quand même en danger chez Jean-Claude Lattès, la preuve. Oui. Voilà. Alors, Denise vit dans une petite maison de la banlieue parisienne. Oui, alors elle est très bien soignée. Au bout de 20 ans, elle s'en sort. Mais elle vit dans un autre monde, mais elle vit bien dans son monde. Parlez de la géographie des lieux, parce que c'est important. Vous y revenez souvent dans votre livre. Quand j'ai voulu comprendre, je me suis dit, un événement tragique, ou quel qu'il soit, est le fruit d'un lieu. Donc, en fait, c'est ce qu'on peut appeler, mais il y en a partout. Il y en a certainement à Limoges, des zones de confins. C'est-à-dire que... Des zones pavillonnaires, c'est ça? Voilà, ce sont des zones à la périphérie des villes, qui, il y a 40 ans, étaient des zones de pavillonnaires, très beaux pavillons bourgeois ou d'ouvriers. Un petit jardin. Un petit jardin, un garage, mais c'était même très joli, je veux dire, c'était des maisons là, d'un joli design. Et puis, la société change. On détruit la campagne avec une rocade. Le long de la rocade, on fait des caisses en tôle pour mettre Jardiland ou je ne sais pas. Des centres commerciaux. Des centres commerciaux, toutes sortes de centres commerciaux. Puis on fait 2 rocades. Et puis on construit des bars d'HLM. Et puis tout ce qui était charmant disparaît, voir le château médiéval, tout ça c'est fini. Et puis
il n'y a pas de transport pour aller en centre-ville. Le centre-ville est en train de mourir. Et puis on vieillit, puis on ne peut plus conduire. Et puis on est là, on est seul dans son pavillon. Les enfants sont partis, ils viennent de temps à autre. Et puis on n'est pas non plus en si mauvaise santé qu'on doive vous, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot, mais vous placer en EHPAD. C'est-à-dire que c'est ces gens qui ont eu leur vie, qui sont en train de vieillir. Et là, j'en parle de façon très émue, parce que j'ai encore vu la suite du dossier il y a 15 jours. Et donc, parce que Denise fait partie d'une série de 17 agressions, pas toutes aussi violentes, mais certaines très violentes. Il y a eu 2 assassinats dans sa rue, dans son impasse en plus. Je pense, oui. Oui. Là, et on ne s'occupe pas de ces gens, parce que j'ai lu le dossier il y a 15 jours, et maintenant je peux affirmer ici, face caméra, que le maire a entendu la 15e agression pour prévenir les personnes âgées. Or, Denise était la 13e. Quand j'écris le livre, je crois qu'elle est la 5e. C'est vous dire. Et en réalité, quand j'ai découvert, grâce au livre, parce que là, du 6, alors la panique... Non, mais ça sera là. Oui, ce sera la fin, mais... Racontez d'abord. Alors, quand même. si vous voulez, ces gens sont isolés. Ce ne sont plus les seniors actifs. Voilà. C'est pas l'EHPAD. Et ils sont là. Ils sont seuls. Ils sont seuls, ils sont épiés par des prédateurs. Et il y a dans ces zones comme ça que j'ai pris plaisir à vraiment à décrire, parce qu'elles sont là sous nos yeux et nous ne les voyons pas. Dans chacune de nos villes moyennes, c'est une ville de 30 000 habitants, mais il y a beaucoup de villes de 30 000, 25 000 habitants, 20 000 habitants en France. Ah, vous les voyez, ces caisses en tôle et tout ça, ces supermarchés, etc. Et là, vous avez des gens qui ont compris ça, qui sont ultra violents et qui sont des prédateurs de vieux comme il y a des prédateurs sexuels. Et dans notre vie actuellement, et on a raison, on parle énormément des prédateurs sexuels, mais on ne parle pas des prédateurs de vieux. Et ça, c'est ça que j'ai découvert à travers l'histoire de ma sœur. Donc, le livre, c'est aussi une analyse sociologique, Ouais. c'est mon enquête, c'est mon regard. C'est mon regard. C'est votre déroulement des C'est faits. pas un regard de quelqu'un qui est à l'EHESS, hein, rassurez-vous. C'est pas sociologique, Oui. je veux dire. C'est mon cheminement et je finis par découvrir l'enfer de la ville. Irène, racontez-nous brièvement les étapes, son accident, l'information qui vous est donnée, jusqu'à l'enterrement où vous êtes invité, si on peut le dire comme ça. J'étais pas souhaitée. Attendez, simplement, pas souhaitée. 24 heures avant, vous l'apprenez, et vous vous trouvez, parce que c'est un tournant magnifiquement écrit dans votre livre, la scène de l'enterrement. C'est superbe, quand arrive une femme avec un manteau bleu, un manteau noir, je crois, Bleu-noir. et vous nous dites, c'est vous. Je suis C'est la vous, femme en Irène. manteau bleu. Racontez-nous un peu quelle était la version des faits avant que vous compreniez que c'était un assassinat. Moi, j'apprends ça par un mail un matin, à 8 h du matin, avec le nom de ma sœur en objet. Et là, je comprends qu'elle est morte. Et je lis et je m'aperçois, elle n'est pas morte d'une crise cardiaque ou elle n'est pas tombée de son escalier, non. Elle a été assassinée. Je saurai plus tard que c'est à coup de marteau. Chez elle, seule, on l'a retrouvée 36 heures après. Oui, elle est tombée dans le coma et on l'a retrouvée. Et elle a agonisé on l'a transportée à la transportée à salpêtrière l'hôpital. pendant 7 semaines. Par la même, donc j'appelle, c'est un neveu que je connais quasiment pas, puisqu'il ne voulait pas me voir et j'écrivais, donc j'étais le mouton noir de la famille, j'étais celle qui était... Ostracisée. Ah oui, non, j'étais la grande Cruella de Paris, plus le diable, plus, je sais pas, Dark Vador. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous faire votre Dark Vador, mais c'était pas loin. Et donc, j'apprends ça, et puis je comprends, en relisant les mails, parce qu'il y a tous les mails qui avaient précédé, que je n'étais pas souhaitée à l'enterrement. Donc, quand j'appelle ce neveu, je lui demande quand a lieu l'enterrement, et puis je ne lui laisse pas le choix, je lui dis je vais venir. Donc, à partir de ce moment-là, je suis obligée d'y aller, et j'y vais. Et je tombe dans un enterrement surréaliste, quoi, parce que j'apprends à cet enterrement par les prêches qui sont faits. Je ne dirais pas quelle était l'obédience religieuse, ce n'était pas les catholiques, en tout cas. Enfin, disons que c'était plutôt un mouvement sectaire, dirons-nous, à mon sens.
je ne fais pas de polémique là-dessus, mais que la mort de Denise est inscrite dans le grand plan de Dieu. Tiens donc. Et que dans le fond, elle est morte parce qu'elle était bipolaire. Voilà. Alors, et quand j'ai découvert le dossier, j'ai découvert ça. C'est-à-dire que aussi pour les médecins, en gros, vous faites assassiner à coups de marteau, ben c'est parce que vous êtes bipolaire, c'est bien connu. Vous vous flanquez classée. Quand vous êtes bipolaire, vous vous flanquez des coups de marteau dans le dos, puis vous mourrez. Irène Frein, l'affaire aurait pu être classée à ce moment-là. Elle était prête à être classée. J'en ai la preuve écrite. Parce qu'à un moment, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis allée voir un avocat. Et puis j'ai compris très vite que si je ne me bougeais pas, je ne saurais rien. J'ai écrit au parquet. Et puis j'ai reçu un mail du parquet intitulé décès, comme le mail que j'avais reçu du neveu. Décès. Décès. C'est-à-dire que c'était mort naturelle, quoi. Hein, ce petit coup de marque. Et quand j'ai lu les conclusions de l'autopsie, oui, c'était à peu près ça. Tout le monde était bien d'accord pour l'évacuer. Parce que la mort des vieux, c'est pas glamour. Donc, surtout s'il y en a eu 12 avant. Comme dans un mauvais roman policier, elle était la première. Donc moi, je veux comprendre. Et alors, je découvre un système, c'est un écrivain qui se retrouve, un peu comme Kafka, devant le mastodonte justice. Voilà. C'est un écrivain, c'est pas un texte de... D'abord, j'étais paralysée, j'étais au 36e, j'étais une fille en vrac. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a, l'écrivain? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il fait confiance aux mots, à la littérature, au tressage. Alors, la justice, je l'appelle le mastodonte. Et il faut que je m'en sorte, quoi. Je suis une naufragée. Et sur une île déserte, je vais très mal. Je sens que ma vie est en danger, puisque je suis jetée de la famille comme je n'ai jamais été jetée. Personne ne me donne une explication. Rien, je ne reçois rien. La justice non plus. La police refuse de parler. Sans doute, j'ai bien compris pourquoi d'ailleurs en chemin. Et donc là, vous êtes là toutes les nuits, 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez, vous allez écrire. Voilà. Et là, j'ai entrepris d'écrire ce livre 14 mois après le meurtre, oui. Quand le silence m'est devenu insupportable. Oui. Je vais lire un petit passage au milieu du livre, si vous voulez bien, Irène Frein, sur l'avocat, justement, le point où on en est dans notre entretien. L'avocat, la loi. L'homme est grave, pondéré, attentif. Ça me rassure. J'ouvre notre entretien en m'inspirant des mots que j'ai griffonnés la veille sur mon carnet. Je veux comprendre ce qui est arrivé à ma sœur. C'est mon histoire, c'est mon chemin. Vous allez me dire si c'est mon droit. Oui. Il me confirme que je peux avoir accès au dossier constitué par la police. La procédure est simple, me porter partie civile auprès du juge d'instruction qui supervise l'enquête. Il peut s'en occuper. Il suffit que je lui procure des documents attestant de mon identité et de mon lien de parenté avec la victime. Il les adressera au juge avec une demande de constitution de partie civile. Une fois qu'elle aura été enregistrée, le magistrat lui transmettra les éléments dont il dispose. Je les consulterai ici même à son cabinet. Pour lui, tout coule de source. Pour moi aussi, j'ai les documents sur moi. Oui, simplement, il n'y a pas de juge d'instruction. Et il y en a eu, et 16 mois après les faits, il n'y en avait toujours pas. Et il a fallu une Xème agression sur une personne de 79 ans et sa fille handicapée mentale, sauvagement massacrée également, je ne sais pas si elles sont encore vivantes d'ailleurs, pour que, et, comme j'étais un petit peu dans le circuit, qu'on avait le mastodonte dans une petite case de son cerveau, s'était dit « Ah, oh la catastrophe, il y a un écrivain dans la boucle ». Alors on s'est dit « à la 17e, il faudrait peut-être qu'on nomme un juge d'instruction quand même. » Parce qu'il y avait un écrivain dans la boucle. Alors les étapes successives quand même. Alors que l'affaire n'est toujours pas close. À l'heure actuelle? Oui. Non. Non. Dans toutes les Elle étapes. Elle est relancée grâce à mon livre. Toutes ces livre. étapes depuis le moment de l'avocat. Après, c'est attendre. Et après, c'est oublier d'attendre. Après, c'est se réveiller la nuit. Après, c'est relancer l'avocat qui vous répond pas. Après, c'est se dire, est-ce que j'ai le bon avocat? Après, c'est se dire que... Après, on vous dit, mais ouais, vous pouvez saisir un juge d'instruction, simplement, on va vous demander de l'argent. Ça peut aller parce qu'il faut que vous fassiez preuve de votre bonne foi. Donc, on peut vous demander comme ça jusqu'à 15 000 €. Et vous vous dites, mais comment? Ma sœur est morte et il faudrait que je mette 15 000 € dans une consigne
pour être entendu, je rêve, parce que vous ne pensez pas que c'est ça. Vous apprenez des tas de choses sur la justice française. Et puis un jour, l'anniversaire de la mort arrive. Là, je suis dans mon bureau, celui où j'écris. Et je pique une colère intérieure, je suis saisie par la foudre. Et je prends 2 décisions en 1 minute. Ça ne m'est jamais arrivé de la vie. La première, c'est de changer d'avocat. Et la deuxième, c'est d'écrire. Alors, pratiquement à la fin du livre, il y a un chapitre que j'aurais pu appeler Réparation. Oui, mais il s'appelle Réparation. Oui, il s'appelle Réparation. Je vais lire un petit peu, Oui. parce que c'est Oui. très très fort et on ne peut pas non plus tout raconter. Non. Hein? C'est difficile, j'ai beau essayer, je n'arrive qu'à aligner des images préfabriquées. J'écris par exemple que j'ai cru sentir mon sang se retirer de mes veines. Ça va paraître outré, je le sais, mais il y a eu de ça. Oui. Une partie de moi s'était mise à l'arrêt. Les poumons, le cœur, Oui. je ne saurais dire. Mon mari m'avait accompagné, j'ai tourné la tête vers lui, il était blême, comme moi. Je ne sais comment, j'ai réussi à retrouver mon sang-froid. J'ai demandé à l'avocat. Alors, on fait quoi? Je vais prendre langue avec le tribunal. Le tribunal, enfin. J'ai dû paraître exagérément soulagé, il a aussitôt enchaîné. Le temps judiciaire n'est pas le vôtre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, loin de là. Quoi qu'il en soit, je ne subirai plus. Je n'ai pas pu achever. Il m'a observé sans rien dire, comme en attente d'un aveu. C'était la bonne méthode. Cet aveu n'a pas tardé. Je gribouille des carnets, je les ai commencés à prendre et vous allez écrire. Il ne questionnait pas, il constatait. C'est votre choix, votre liberté. Il faut croire que libre, je me le sentais déjà. Des mots me sont venus tout de suite qui n'avaient rien à voir avec le droit. Comment font ceux de vos clients qui vivent la même chose que moi et qui n'écrivent pas? Ils s'écrivent une maladie, souvent un cancer. Sa réplique m'a secoué. 3 jours plus tard, je rédige sur mon carnet un texte en forme de déclaration d'intention. Je vais écrire sur Denise, écrire pour que la justice se mette à son tour à écrire. Oui. C'est ça la réparation. Oui, mais ça m'a sauvée, parce que c'est très mystérieux, mais on sait quand même que parmi les facteurs qui déclenchent des maladies très graves, y compris d'ailleurs pas seulement les cancers, cardiovasculaires, des maladies mortelles, et il y a souvent des stress de ce type. Et je pense que ça m'a permis de survivre. Et encore, je n'avais pas vu le dossier, parce que quand je l'ai vu, suite à 2 articles parus dans la presse, hein, à la veille de la parution du livre, hop, miraculeusement, le dossier aboutit chez mon avocat. Donc je suis allée le voir. C'était extravagant par la chaleur, les masques et tout ça. Quand je l'ai lu, donc vous prenez des notes si vous voulez. C'est pour bien comprendre, c'est la partie supérieure du cortex qui travaille. Et puis vous croyez à l'abri. Mais le lendemain, je me suis effondrée. Je ne tenais littéralement plus debout. C'est-à-dire que toutes ces fameuses images préfabriquées, je suis très touchée que vous ayez cité ce passage, parce qu'effectivement, les impressions physiques sont très importantes. Je ne tenais plus sur mes jambes. J'ai été obligée de me coucher et je voulais mourir, tout simplement parce que je pensais que j'allais mourir. Vraiment. Tout simplement parce que j'avais lu des récits très concrets de ces agressions de vieilles personnes, des autres. Et c'est pour ça qu'après, j'ai compris comment Roman Polanski, ou Hitchcock, ou Fritz Lang, ou les frères Cohen avaient travaillé. Ils ont travaillé au départ sur des rapports de police. Ce que vous lisez, ce sont des récits, vous passez dans un autre monde, de l'ultra-violence, de la cruauté, de la perversité, parce qu'il les torturait, ces victimes, avant. Si ces victimes, c'est pas un serial killer, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est un serial agresseur violent. Toutes ces vieilles personnes, souvent très âgées,
non seulement il les frappait, mais il les forçait à se coucher, à se cacher. La moindre mouvement, il les rebattait, etc. Tout ça pourquoi? Pour quelquefois 2 alliances et une médaille. Vous savez, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain, qu'avait offert, et qui était certainement ce qu'elles avaient de plus précieux, parce que c'était le mari disparu qui avait offert ça. Et là, vous ne pouvez pas, vous rentrez chez vous et vous dites, mais l'humanité, c'est ça, quoi. Et là, encore une fois, c'est la mise en mots qui aide. Et je me suis dit, je vais vous dire quelque chose d'énorme, mais je l'ai redit à mon avocat il y a 15 jours, quand j'ai vu le complément du dossier, qui est le début, parce que Denise, c'était quand même la 13e, quoi. Je lui ai dit, vous voyez, maintenant je suis blindée, mais malgré tout, ça me fait l'effet. Et encore, j'ai de la chance, parce que Denise, c'est ma sœur, mais ce n'est pas la chair de ma chair. Qu'est-ce qui serait arrivé si ça avait été mon enfant? Qu'est-ce qui serait arrivé? Et là, cette espèce d'indifférence et de mépris de la justice, le fait aussi... De la police d'abord. Qui a échoué complètement. Complètement. Et parce que quand j'ai lu le dossier, j'ai vu aussi toutes les pistes qui n'avaient pas été explorées. Et pourtant, je ne suis pas experte. Et oui, il y en avait pas mal. Ça sautait aux yeux. Mais cette acceptation, ce fatalisme aussi, je me suis aussi aperçue que j'étais la seule à avoir réclamé un juge d'instruction, à m'être portée partie civile. C'est-à-dire que ces vieilles personnes, elles ne portent même pas plainte. On est dans le même système que les violences conjugales, parce qu'elles se disent ça ne servira à rien, on ne m'écoutera pas. Et alors ça se double du fait qu'elles se disent puis je vais bientôt mourir, puis ça va coûter de l'argent, j'ai déjà qu'une petite retraite. Vous voyez? Et ça, c'est aussi à la littérature de s'emparer de ça. La littérature, elle est là par son tressage singulier, qui n'est pas celui de l'essayiste, qui n'est pas celui du sociologue, qui n'est pas non plus celui du journalisme que je respecte infiniment puisque je l'ai pratiqué. Non, mais elle est là pour s'emparer des sujets de société. Et moi, je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui est posé dans notre société, c'est l'abandon des vieux. Parce qu'une fois on les met en EHPAD, hein, alors là, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, les gens, en général, sont très bien entourés. C'est un peu la famille est rassurée. Voilà, puis il y a un ghetto. Hein, il y a un ghetto. Et puis avant, on dit, ils vont très bien, ils sont des seniors actifs, ils sont dans des associations, ils font des tas de choses, etc. Puis il y a cet entre-deux. Et cet entre-deux qui attire les prédateurs de vieux. Et je vous assure, ce sont des prédateurs parce qu'on a des gens qui les ont vus guetter. Simplement, les gens qui ont vu guetter, ils n'ont pas signalé non plus, parce qu'ils ont peur. Il y a le règne de la peur dans ces zones de confins. Et c'est ça notre société. Et les rôles des écrivains, c'est d'aller là où on leur dit qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils ont tout à y faire avec les mots de la littérature. Alors là, Irène Frein, on va terminer cet entretien. On ne peut pas terminer sur une plus belle phrase, sur une plus belle conclusion. Je montre bien ce livre, Irène Frein, Un crime sans importance. Il n'y a pas le bandeau prix interallié, mais avant, il y avait une très belle photo de vous, petite fille, avec votre sœur, Denise, que vous teniez par la main. C'est publié à la Maison du Seuil, Maison Seuil. Et je vous dis merci beaucoup pour cet entretien, Irène Frein. Merci Antoine, merci à vous pour votre talent d'intervieweur. Au revoir.